Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Euronews Soir. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 18 septembre. Israël, de nouveau dans une impasse politique. Les élections législatives n'ont pas permis de faire émerger un vainqueur. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est à égalité avec son rival Benny Gantz. Dans l'actualité également, la visite éclair d'Emmanuel Macron en Italie. Après la guerre des mots, le président français veut écrire un nouveau chapitre entre les deux pays. Et puis ce cri d'alarme du secrétaire général de l'ONU sur le réchauffement de la planète. Il appelle les gouvernements à revoir leurs engagements à la hausse pour éviter une catastrophe climatique. On terminera ce journal par la Biennale d'art contemporain de Lyon, en France. Des artistes venus du monde entier exposent des œuvres qui rivalisent d'originalité. Je vous le disais en titre, Israël est de nouveau plongé dans une impasse après les élections législatives. L'avenir politique du Premier ministre israélien, au pouvoir depuis une décennie, est menacé. Les explications de Maxime Bios-Duplan. En Israël, Benjamin Netanyahou est en difficulté. Les législatives l'ont placé à quasi-égalité avec Benny Gantz, le leader du parti centriste, et aucun des deux ne peut en l'état former un gouvernement majoritaire. Alors certains craignent de perdre une certaine stabilité politique. On verra comment c'est possible. Mais comme ça, je ne pense pas qu'il puisse former une coalition. Et vraiment, personnellement, je suis très inquiet. J'espère que le Likoud et le parti centriste vont s'unir et que cela permettra au pays de rester stable pendant 4 à 5 ans. Le Likoud et le parti centriste Carol Lavon obtiendraient 31 et 32 sièges à la Knesset, tandis que la liste unie des partis arabes aurait 12 sièges et deviendrait troisième force politique. Le parti bleu et blanc, c'est mieux, parce que même s'il n'est pas de gauche, il n'est pas extrémiste, comme peut l'être Netanyahou. Netanyahou est peut-être plus que les autres contre les Arabes. Et de fait, Benjamin Netanyahou a plaidé pour la formation, je cite, d'un gouvernement sans les partis arabes antisionistes. Alors en Cisjordanie, on se réjouit des difficultés du Premier ministre sortant. Il ne fait aucun doute que les Palestiniens sont satisfaits de la chute de Netanyahou. Ce n'est pas que nous soyons préoccupés par les résultats des élections israéliennes, mais cela signifie une réhabilitation du peuple palestinien. Cela signifie également que c'en est fini maintenant de tout le soutien que Trump a apporté à Netanyahou avec son soi-disant deal du siècle. Venons-en à cette enquête de plusieurs médias français. Elle révèle que des navires de guerre vendus par la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ont été utilisés dans le blocus au Yémen. On fait le point avec Louise Brozolo. Il existe désormais des preuves en images de l'implication de la France dans le blocus au Yémen. Après avoir rendu public un document confidentiel défense sur les armes utilisées dans cette guerre, le collectif de journalistes Disclose et ses partenaires publient des vidéos de 2 frégates françaises au large d'Hodeïda, le principal port du pays. Et ces bateaux s'avèrent être des bateaux français ou de fabrication française, vendus à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, et qui sont d'autres bateaux que ceux qu'on avait déjà révélés dans notre enquête d'avril dernier. Ça veut dire qu'on a au moins 4 bateaux de fabrication française dans les eaux du Yémen. Ces navires se trouvent dans la zone du blocus maritime mené par la coalition saoudienne. Un blocus qui dure depuis 4 ans et qui empêche la livraison de l'aide humanitaire et du pétrole. Dans un rapport récent, l'ONU dénonce la stratégie de la famine de la coalition qu'elle assimile à un crime de guerre. La France a quant à elle signé le traité sur le commerce des armes, un texte qui interdit la vente d'armes en cas de crime de guerre. Le président de la République française, sa ministre des Armées et son ministre des Affaires étrangères ont bien reçu le rapport sur les armes françaises au Yémen, et ce dès octobre 2018. Mais le gouvernement assure que la France respecte bien ses engagements internationaux. Ces bateaux étaient vendus avant le début du conflit, donc le gouvernement français ne pouvait pas savoir à quoi ils seraient utilisés a priori, mais il y a une maintenance de l'équipement à bord, donc l'entretien des bateaux, à la fois technique, technologique et militaire, est organisé par des entreprises françaises qui ont eu l'accord de l'exécutif français. Entretien des bateaux, mais aussi poursuite des livraisons. 20 autres navires devraient être envoyés à l'Arabie Saoudite dans les mois qui viennent.
Après ces nouvelles révélations, 16 ONG de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement français de clarifier publiquement sa position. Une visite importante sur le fond et le symbolique. C'est ainsi que la présidence française décrit le voyage express d'Emmanuel Macron en Italie. Après la guerre des mots de ces derniers mois, le chef de l'État français est reçu par son homologue à Rome pour écrire une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Emmanuel Macron est prêt à tout pardonner. Une semaine après l'entrée en fonction du nouvel exécutif italien, le président français se rend à Rome. La première visite d'un chef d'État européen à la nouvelle coalition entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Depuis un an, les relations entre la France et l'Italie étaient exécrables, au point que Paris avait rappelé son ambassadeur à Rome après des attaques sans précédent de l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Le chef de l'État français rencontre le président Sergio Mattarella et le Premier ministre Giuseppe Conte. Plusieurs sujets sur le feu, l'agenda européen et les relations économiques des deux pays, mais surtout un thème brûlant, celui des migrants, principal sujet de discorde entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini. Ce dernier écarté reste tout de même au gouvernement Luigi Di Maio, maintenant ministre des Affaires étrangères. En février, l'ancien vice-président du Conseil italien s'était affiché avec des membres du mouvement anti-Macron, les Gilets jaunes, au plus fort de la crise. Direction l'Espagne, où de nouvelles élections législatives seront organisées le 10 novembre. Ce sont les 4e en 4 ans. Les partis politiques ont échoué à se mettre d'accord pour former un gouvernement. Les explications d'Audrey Tilve. 5 mois après les législatives en Espagne, le constat d'échec s'est imposé. Faute de majorité, le socialiste Pedro Sánchez renonce. Malgré plusieurs tentatives, il n'a pas rassemblé les voix nécessaires pour obtenir la confiance du Congrès. Ce dernier sera donc dissous et des élections convoquées le 10 novembre. Fin avril, les socialistes avaient décroché 123 sièges sur 350. S'en était suivi de longues tractations avec la gauche radicale. En vain, la droite dit cet échec calculé pour provoquer de nouvelles élections. Pedro Sánchez réplique. Le 10 novembre prochain, étant donné que nous nous verrons obligés d'organiser de nouvelles élections, j'espère que les Espagnols donneront une majorité plus forte au Parti socialiste pour que vous, messieurs Casado, Rivera et Iglesias, n'ayez plus la capacité de bloquer une nouvelle fois la formation d'un gouvernement dont l'Espagne a cruellement besoin. Dans un pays où la culture de coalition ne prend pas, difficile pour les socialistes comme pour la droite conservatrice d'accepter que les centristes et la gauche radicale puissent jouer les arbitres, même si des alliances ont été nouées au niveau régional. Alors, quel scénario pour la suite? À en croire les sondages actuels, pas de changement majeur. Il est très possible que les positions soient les mêmes. On assiste à de petits mouvements à l'intérieur des blocs de droite et de gauche. À gauche, il se pourrait que quelques milliers de votes de Podemos aillent au Parti socialiste en grossissant son score et en réduisant celui de Podemos. Et dans le bloc de droite, il est probable que l'électorat revienne s'agglomérer autour du Parti populaire en invoquant le vote utile. Donc même si les scénarios vont plus ou moins se répéter, nous allons assister à un renforcement de l'ancien bipartisme. C'est avec stupeur et lassitude que les Espagnols se voient donc conviés à de nouvelles élections, les 4e en 4 ans. Après l'échec des négociations entre les divers partis, la classe politique leur confie la responsabilité de dénouer un blocage politique qu'elle n'a pas été capable de surmonter. Et ils se demandent comment, avec les mêmes acteurs, les mêmes candidats, ils pourraient obtenir un autre dénouement après des mois sans l'ombre d'un accord. Dans le reste de l'actualité, au moins 26 élèves et 2 enseignants sont morts dans l'incendie d'une école coranique au Libéria. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Les victimes ont été piégées dans leur sommeil, selon les premiers éléments. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lance un cri d'alarme sur le réchauffement de la planète. Pour lui, le temps est compté pour éviter une catastrophe climatique. Il appelle les gouvernements à revoir leurs engagements à la hausse. Audrey. Empêcher le thermomètre de s'emballer de manière irréversible, c'était l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. 3 ans et demi après, les engagements pris par les États ne suffisent plus à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés. Et le secrétaire général des Nations Unies, qui a convoqué un sommet pour lundi prochain, a sonné l'alarme dans une interview.
Vous ne pouvez pas jouer de tour à la nature. La nature riposte, nous voyons aujourd'hui qu'elle riposte. Et c'est un problème très sérieux. D'autant plus sérieux que les projections s'affinent et s'assombrissent. Une étude de scientifiques français qui contribuera au prochain rapport du GIEC laisse entrevoir une hausse de la température encore plus marquée que prévu. Selon la projection la plus pessimiste, avec un modèle économique s'appuyant toujours autant sur les énergies fossiles, la hausse mondiale atteindrait les 7 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, 1 degré de plus que dans les prévisions précédentes. Les 2 degrés restent atteignables dans un seul scénario, celui d'un changement immédiat et radical. Ces scénarios optimistes, la société qui est derrière, c'est une société qui est beaucoup plus sobre en énergie, qui prend des mesures, qui infléchit les courbes des émissions de façon drastique. La progression des énergies renouvelables y contribue, mais à petits pas. D'après Bloomberg, en 2018, les renouvelables ont généré près de 13% de l'électricité mondiale, en évitant l'émission de 2 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Mais dans le même temps, les émissions liées aux fossiles ont augmenté de près de 2% pour atteindre 33 milliards de tonnes. Allez, on termine ce journal à Lyon, en France, avec la 15e édition de la Biennale d'art contemporain. Des artistes venus du monde entier y participent. Raphaël Vivant nous fait découvrir certaines de leurs œuvres. Pour sa 15e édition, la Biennale d'art contemporain de Lyon s'est offert une toute nouvelle surface d'exposition, les anciennes usines d'électroménager Fager-Brandt. Un espace vierge de plus de 29 000 m², totalement repensé par l'équipe du Palais de Tokyo, commissaire de cette nouvelle édition. Nous voulions surtout créer la traversée d'une expérience. Or, pour traverser une expérience, on a commencé à imaginer un paysage. Alors après, quel type de paysage? Pas juste de la nature, pas cette idée-là de paysage, mais un paysage qui est aussi économique, social, historique, politique, bactériologique, passant de l'inframince à une échelle plus cosmogonique. Avec Design Room, les Autrichiennes Jacob Lena Kneb et Ashley Hanscherl interrogent les normes et l'identité de genre. J'aime utiliser la formule transmédia, transgenre, car je suis moi-même transgenre et dans mes peintures, j'essaye toujours de mélanger les différents genres et les différents médias. L'œuvre Prometheus Delivered mélange quant à elle la mythologie et la science. Une sculpture de marbre représentant Prométhée enchaîné sera au fil des semaines décomposée par des bactéries mangeuses de pierre. En parallèle, des cellules hépatiques humaines sont alimentées par ces mêmes bactéries afin de cultiver un foie artificiel pour Prométhée. La Biennale se déploie dans toute la ville de Lyon, du centre-ville au musée d'art contemporain. Pour sa série photographique, l'artiste français Karim Kall s'est rendu dans un centre pénitentiaire pour mineurs près de Lyon pour documenter la vie des détenus. Ici, on a le portrait d'un surveillant qui a été réalisé par un détenu au stylo bille. On a aussi ce carreau qui est brisé, qui renvoie à une pratique qui est très répandue dans le milieu carcéral, qui est celui de faire claquer sa fenêtre pour manifester leur mécontentement. De nombreuses œuvres de cette biennale ambitieuse et éclectique sont amenées à se transformer au cours des prochains mois. Des changements qui reflètent la métamorphose de ce bâtiment, passé d'une usine d'électroménager à un centre culturel. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à demain.